Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore une fois débriefer la nouvelle journée de l'Euro, la troisième journée évidemment. Alors c'est tout aussi excitant que de débriefer ce début d'Euro parce qu'on a encore eu une journée riche en rebondissements. On va évidemment commencer par évoquer le match de 15 heures entre les Pays-Bas et la Pologne. Et si je devais résumer cette journée globalement sur le bilan des différentes équipes, je dirais que les Pays-Bas ont gagné au finish, que le Danemark a été accroché par une belle équipe slovène, notamment sur la deuxième mi-temps, et je dirais que les Anglais ont été plutôt décevants, mais qu'ils ont fait le boulot. On va y revenir évidemment. On va commencer par analyser ce match de 15 heures entre la Pologne et les Pays-Bas, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe néerlandaise a été très séduisante sur l'ensemble du match. J'ai beaucoup aimé la composition proposée par Ronald Koeman. Il y a quelques joueurs qui, sur le plan individuel, m'ont quelque peu déçu, comme Xavi Simons ou encore Memphis Depay qui a raté une énorme occasion qui aurait pu sceller la victoire des Pays-Bas bien plus tôt. Xavi Simons, je ne l'ai pas beaucoup apprécié dans ce rôle d'ailier droit. Je pense qu'il doit être davantage dans ce qu'il fait du côté de Leipzig, c'est-à-dire un poste un peu plus axial, mais c'est vrai que si on enlève un peu les ratés de ces deux individualités, Depay et Simons, je trouve que la performance des Pays-Bas sur le plan collectif était très cohérente, et la France a forcément du souci à se faire. J'ai beaucoup aimé le côté gauche Ake Gakpo, j'ai beaucoup aimé évidemment les sorties de Nathan Ake. C'est quelqu'un qui est capable de porter le ballon, qui est capable de surgir aussi, donc c'est un joueur qui est très intéressant. On voit qu'il a énormément progressé sous Pep Guardiola. Et puis Cody Gakpo, qui a connu des débuts compliqués du côté de Liverpool, mais qui sortait déjà d'une superbe Coupe du Monde 2022, et bien il est sur la continuité de ce qu'il a fait de positif avec la sélection. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté gauche Ake Gakpo. J'ai beaucoup aimé aussi le milieu de terrain, même si Veerman, le milieu de terrain du PSV Eindhoven, qui a fait une très bonne saison à Eindhoven d'ailleurs, avec 16 passes décisives en 29 matchs, je l'ai trouvé un peu en dessous. J'ai beaucoup aimé Reinders, qui est beaucoup plus actif qu'à l'AC Milan. À l'AC Milan, il a un rôle un peu plus neutre. Là, on lui confie vraiment les clés du jeu. Et j'ai beaucoup aimé aussi Schouten. Je trouve qu'il lui remplit parfaitement son rôle de stabilisateur. Mais globalement, cette équipe néerlandaise, je l'ai beaucoup appréciée, mis à part ce couac sur coup de pied arrêté où Dumfries lâche l'ancien Lensois Buxa pour lui permettre d'ouvrir le score. Et bien, j'ai beaucoup aimé la performance globale des Pays-Bas, qui vont finir par s'imposer 2-1. Au finish, ça a été un match agréable parce que ça a été un match avec beaucoup de rebondissements, l'ouverture du score polonaise contre le cours du jeu, même si la Pologne ne s'est pas contentée de défendre. C'est vrai que la Pologne, sur certaines sorties de balles, a quand même proposé des choses intéressantes sans pour autant bouleverser l'arrière-garde néerlandaise, je vous le concède, mais c'est vrai que la Pologne n'a pas joué un jeu non plus très très défensif. Ils n'ont pas été très bas, ils ont quand même essayé de proposer quelque chose, mais attention, ça n'était pas non plus une équipe très offensive. Mais globalement, cette équipe néerlandaise a fait le boulot. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup vu le gardien des Pays-Bas, Verbruggen. Par contre, on a beaucoup vu Szczęsny, le gardien de la Juventus Turin, du côté des Polonais. Donc globalement, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. Cette Pologne qui ouvre le score contre le cours du jeu, et ces Pays-Bas à réaction pour finalement s'imposer avec Weghorst. C'est sur le deuxième match. J'ai hâte de voir ce que va proposer Ronald Koeman, parce que vous savez que ce 4-3-3 était intéressant, mais il peut y avoir des variantes parce que Xavi Simons, c'est côté droit, il n'exploite pas son plein potentiel. On a vu que Veerman avait été décevant, on a vu que l'entrée de Weghorst avait beaucoup plus apporté que le match de Memphis Depay. Donc pourquoi pas Depay sur le banc pour faire entrer un vrai neuf, pour être plus efficace, notamment dans les duels aériens. On sait que face à l'équipe de France contre Konaté, Saliba, il y aura du défi physique dans les duels aériens. Donc pourquoi pas mettre Weghorst, qui est toujours très bon en sélection. Pourquoi pas réaxer Xavi Simons. J'ai trouvé l'entrée de Malen prometteuse, donc pourquoi pas Simons en 10, Malen à droite, Weghorst devant pour bouleverser un peu tout ça. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette nation des Pays-Bas qui est surprenante, et je la vois vraiment aller loin. Pourquoi pas viser une finale cette année. En tout cas, c'était mon prono de début d'Euro, mais j'aime beaucoup cette équipe des Pays-Bas, et mention spéciale au côté gauche, Ake Gakpo. On va maintenant passer au match de 18 h entre le Danemark et la Slovénie, le match que personne ne voulait vraiment voir. Je l'ai regardé, j'ai encore une fois regardé tous les matchs de cette journée. Si je ne regarde pas les matchs, je vous le dis évidemment avant, je ne vais pas analyser un match que je n'ai pas vu, mais aujourd'hui j'ai encore vu tous les matchs humblement. Donc ce Danemark-Slovénie que j'ai pas mal apprécié. J'ai beaucoup aimé la première période des Danois, évidemment, avec cette arrière-garde à 3 très sereine à la relance, même si, attention, j'ai mis une réserve quand même sur cette arrière-garde danoise. Elle laisse
énormément d'espace parce qu'elle est un peu lourde et on a vu que Sesko ou encore Sporar ont pu s'immiscer dans cette défense, notamment via des appels. Sesko sur 2 frappes absolument extraordinaires, la deuxième notamment surpuissante qui fracasse le poteau, mais Sporar qui a été quelque peu maladroit. S'il avait été un peu plus adroit, peut-être qu'il aurait pu inquiéter encore plus Schmeichel et ses coéquipiers défenseurs, mais c'est vrai que cette équipe danoise fait une première mi-temps de très haut vol. J'ai revu le Danemark de l'Euro 2021 et sur la deuxième mi-temps, j'ai revu le Danemark de la Coupe du Monde 2022, donc très décevant, mais c'est vrai que ce Danemark a réussi en première mi-temps à parfaitement exploiter les intervalles parce que la Slovénie défendait en 4-4-2, donc dans les intervalles, il y avait un peu d'espace, et à partir du moment où Eriksen a un peu baissé le rythme, c'est peut-être dû au fait qu'il n'a pas énormément joué à Manu cette saison, donc peut-être qu'il est en manque de temps de jeu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où Eriksen a commencé à plonger, eh bien cette équipe danoise a commencé à plonger avec lui. Il y a quelques joueurs que j'ai beaucoup appréciés comme Højbjerg par exemple, qui est toujours une valeur sûre en sélection, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé cette équipe danoise, mais je suis quand même très critique vis-à-vis d'Højlund, l'attaquant de Manchester United. Il a raté une énorme occasion sur une action très bien construite par le Danemark sur la deuxième mi-temps. Oblak fait un arrêt énorme, mais je pense quand même qu'il manque un peu de froideur devant le but. Il n'a pas été assez létal, mais c'est vrai que Højlund, c'est le numéro 9 que le Danemark attendait depuis des années. Avant, on disait le Danemark, c'est une équipe qui joue bien, mais il manque de 9. C'était un temps Braithwaite, un temps Poulsen, c'était pas des vrais tueurs. Là, ils ont vraiment ce numéro 9. D'ailleurs, c'est pas vraiment inhérent à la culture danoise. Les Danois ne sortent jamais en général de gros neufs de qualité physique exceptionnelle. D'habitude, c'est plus l'acabit des Norvégiens. Les Danois sont plus spécialistes dans les joueurs de poche, dans les joueurs très techniques. Donc c'est vrai que c'est une exception un peu culturelle, ce Højlund. Et c'est vrai que Højlund, pour le moment, a du mal, mais c'est un peu sur la continuité de sa saison à Manchester United. Il y a beaucoup de pression. Il essaye de s'adapter dans les deux cas, que ce soit à Manu, que ce soit avec la sélection danoise. Il essaye de s'adapter, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment apprécié Højlund aujourd'hui. Je trouve qu'il n'arrive pas encore à se connecter avec ses coéquipiers, mais belle première mi-temps des Danois, très belle première mi-temps même. J'ai revu le Danemark de l'Euro 2021, mais sur la deuxième mi-temps, j'ai vraiment aimé pour le coup cette équipe slovène qui a parfaitement su imprimer le rythme sur le jeu, qui a parfaitement su reprendre les clés de ce jeu, parce qu'on avait été critique, un peu les commentateurs, et à juste titre, avaient été critiques sur cette sélection slovène qui était un peu apathique, qui manquait un peu d'ambition. Je pense, comme on dit souvent en football, que les murs ont tremblé à la mi-temps et que la Slovénie a parfaitement su se reprendre en main sur la deuxième pour finalement égaliser. Les deux équipes peuvent nourrir des regrets. Le Danemark peut nourrir des regrets de ne pas avoir tué le match avant, notamment par l'intermédiaire de cette occasion d'Højlund, et la Slovénie peut aussi nourrir des regrets de ne pas avoir gagné 2-1 dans les dernières minutes où le Danemark avait vraiment la tête sous l'eau. Donc c'est en ce sens-là que ce match était vraiment très agréable, parce qu'on a vu deux équipes qui auraient pu gagner le match et qui peuvent toutes les deux nourrir des regrets quand on sait que les deux équipes vont devoir se confronter à la Serbie qui a été séduisante aujourd'hui face à l'Angleterre, ou à l'Angleterre avec le potentiel offensif qu'on le leur connaît. Forcément, ce match nul n'arrange évidemment personne. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Sesko Sporar, j'ai beaucoup aimé évidemment Oblak, qui est le gardien de cette équipe slovène, qui est évidemment très serein, qui fait un arrêt décisif devant Højlund. Côté danois, j'ai beaucoup aimé Eriksen sur la première mi-temps, un peu moins sur la deuxième. D'ailleurs, le but danois est exceptionnel, voilà, via une touche dans la construction, la remise de Wind que j'ai beaucoup aimé. Aussi, c'est peut-être le plus beau but de l'Euro sur le plan collectif. Donc voilà, match très agréable à suivre bien sûr. Et je l'ai même trouvé mieux peut-être que le Pays-Bas-Pologne. Je pense que ça se joue quand même un peu en termes de qualité. D'ailleurs, le but slovène est très beau aussi, même s'il est dévié. Donc voilà, très beau match en perspective. On va maintenant analyser le dernier match entre l'Angleterre et la Serbie, et j'ai beaucoup aimé cette équipe anglaise sur la première mi-temps. Alors sur les 10 premières minutes, c'est évidemment, j'ai mes notes bien souvent, mais sur les 10 premières minutes, j'ai trouvé que cette équipe anglaise, elle manquait un peu de rythme, elle manquait un peu d'ambition. Je trouvais que ça jouait beaucoup à la baballe, et à partir du moment où ils ont accéléré, où ils ont trouvé Bukayo Saka dans la profondeur, et bien ils ont réussi à créer la différence sur ce magnifique centre du droit, avec cette très belle tête de Bellingham qui surgit de nulle part. D'ailleurs, Bellingham qui a livré une super performance sur le plan individuel, il était absolument partout. Après, il est un peu amoché physiquement parce qu'il a une blessure à l'épaule. Je sais que sa cheville aussi est convalescente, donc forcément il a plongé au fur et à mesure du match, mais il a mis énormément d'intensité au début, et ça forcément ça a pu faire la différence. Mais sur les 10 premières minutes, une équipe d'Angleterre qui a eu du mal à se mettre en route face à ce bloc excessivement bas de la Serbie, mais au fur et à mesure du match et via ce premier but, ils se sont un peu débloqués sans pour autant avoir de grosses occasions. C'est vrai qu'à part la tête de Kane sur la barre en deuxième mi-temps, l'Angleterre n'a pas eu d'occasion sur ce match-là, et ça évidemment ça peut être inquiétant, d'autant plus que je disais que la Serbie sur la première mi-temps était excessivement basse. Et bien sur la deuxième, la Serbie était beaucoup plus ambitieuse. L'Angleterre a commencé à plonger notamment physiquement.
On sait que tous les joueurs anglais ont livré une saison très longue, très âpre, donc forcément ça peut se ressentir sur les organismes, mais c'est vrai que cette équipe anglaise, je ne l'ai pas vraiment aimée en deuxième mi-temps. J'ai même eu l'impression que le coup de sifflet final constituait une libération. On a vu Kane plonger à maintes reprises pour essayer de gratter des fautes à l'expérience. Donc c'est vrai que cette équipe anglaise, je ne l'ai pas trouvée rassurante, que ce soit physiquement, mais aussi dans la création des occasions. J'ai trouvé qu'au niveau de la créativité, seul Bellingham sortait un peu du lot. J'ai trouvé Foden un peu en deçà, même si en deuxième mi-temps, il était esselé, qu'il a essayé de faire des différences, mais qu'il n'a pas pu. Mais Foden était un peu en dessous. C'est dû au fait qu'il est peut-être un peu trop excentré sur le côté gauche, mais j'ai pas aimé le fait que Saka sorte aussitôt. J'aurais aimé que ce soit Foden parce que je trouvais que Saka était vraiment remuant pour le coup à l'inverse de Foden. Mais c'est vrai que voilà, Bellingham s'est un peu essoufflé au fur et à mesure du match parce qu'il a tout donné en première mi-temps. Kane, c'est que 2 ballons en première mi-temps, donc il a eu du mal à peser parce que les ballons ne venaient pas. Foden peut-être un peu trop excentré à gauche. Dans ce marasme-là, c'est vraiment Saka qui est sorti du lot. J'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'il est sorti. Rice qui a commencé à rater des passes sur la fin du match. On sait que Rice en général ne rate jamais de passe, donc ça s'est senti que ça allait forcément se compliquer. Et je trouve cette équipe anglaise toujours très peu sereine derrière. Voilà, j'ai du mal avec cette charnière Stones-Gueye. J'ai l'impression que ça manque globalement de sérénité et de qualité, tout simplement, notamment Gueye qui, je trouve, quelquefois peut flancher, bien sûr. C'est évidemment un peu le maillon faible, hein, ce côté Gueye-Trippier. Trippier parce qu'il n'est pas à son poste et Gueye parce qu'il ne joue qu'à Crystal Palace et qu'il n'a pas la même expérience que ses coéquipiers. Mais on a l'impression que défensivement, cette équipe anglaise est très friable. J'ai pas aimé le match d'Alexander-Arnold. C'est lui qui donne les 2 premières occasions de la Serbie en première mi-temps, alors que l'Angleterre a le contrôle sur le jeu. Donc ça reste évidemment à voir. J'ai bien aimé l'entrée de Bowen. Là aussi, hein, ça revient sur les remplaçants, l'importance des remplaçants. Mbolo face à la Hongrie hier. Et là, évidemment, Bowen qui a fait aussi une très bonne entrée. On le juge, hein, le bon remplaçant sur les premières touches qu'il a, bien sûr. Et c'est vrai que voilà, cette équipe anglaise plutôt moyenne, mais on va dire qu'elle a fait le boulot et qu'elle peut s'avancer sereinement sur son deuxième match. J'ai bien aimé cette équipe serbe. Ce qui a manqué à la Serbie, c'est peut-être cette dernière passe qui aurait pu faire flancher l'Angleterre, parce que c'est vrai que même la Serbie n'a pas eu de grosses occasions, mais ça c'est dû au fait que la dernière passe ne venait pas. Ça s'est amélioré avec l'entrée de Tadic parce que c'est un joueur créatif, mais Tadic seul ne peut pas faire grand-chose, et c'est vrai qu'au niveau de la créativité de la dernière passe, on n'a pas vraiment vu les Serbes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette journée d'Euro, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.